Je m'appelle Eric Guirado, je suis réalisateur, j'ai fait 3 longs métrages. J'étais au dernier Festival de Cannes dans le jury de la Caméra d'Or avec Agnès Varda, notamment, qui était notre présidente de jury. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a découvert La Jola de Oro, qui a été un des films qui nous a le plus marqué. C'était un film bouleversant et qui a alimenté un grand nombre de conversations, de débats, jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle c'est un film qui était dans ce qu'on appelle la shortlist jusqu'à la dernière minute. On a un réalisateur, Diego, il ne prend pas l'écriture tout d'un coup, entre guillemets, documentaire, juste parce que ce serait bien que, comme on filme sur un train, des enfants, etc., ce serait bien que ce soit la caméra à l'épaule. Je crois qu'il ne décide pas, ça s'impose à lui. D'abord, il y a une cohérence dans sa carrière, vraiment, il travaille avec Ken Loach, il travaille sur 21 grammes, enfin, il aborde des écritures différentes, de différents auteurs, et que ce soit un opérateur, un assistant, il aborde ça lui-même déjà, ce langage-là. Ce langage qui est pour moi un langage de la sincérité, c'est un langage qui sait écouter avant tout. C'est un langage cinématographique qui sait regarder, qui sait écouter, qui fait confiance à ce qu'il est en train de faire. Et dans le film, j'ai su après que lui-même laissait une grande liberté à ses acteurs. Il n'y avait pas de dialogue forcément écrit. Chaque jour, il racontait à ses enfants ce qu'il attendait d'eux. En tout cas, on n'a pas le sentiment que les choses sont artificielles, elles sont réellement ressenties. Et c'est en cela que le projet est très beau, est très réussi. Du début à la fin, il y a une vérité qui nous, enfin en tout cas moi, qui m'a fendu en deux, quoi. Je finis le film presque en apnée d'émotion, en apnée de stupéfaction face à ce parcours incroyable que ces enfants ont fait. On les accompagne, ces enfants, on souffre avec eux, on a envie de se battre avec eux, on a envie qu'ils y arrivent. On a envie de leur tendre la main, de les aider. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... On est complètement impliqué. Ça, c'est quelque chose de très fort. En tout cas, moi, que j'ai ressenti, j'ai eu une émotion très, très grande tout au long du film à accompagner ces enfants dans ce destin si particulier, si cruel. Souvent, dans les premiers films, il y a du trop. Trop de démonstrations techniques, de savoir-faire, trop de démonstrations, même parfois poétiques, artistiques, pour montrer à quel point on a déjà de la sensibilité. Diego, il arrive, lui, à faire quelque chose de très sobre, très, très ténu. Il s'efface. Voilà ce que j'apprécie, c'est qu'il s'efface complètement derrière son sujet. Alors bien sûr que ce grand voyage permet de nombreuses fois des paysages, des plans extraordinairement beaux de fin de journée, mais les plans sont là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fabriqués. On a beaucoup débattu de ça à la Caméra d'Or, le fait qu'il y a beaucoup de très beaux plans. Et moi, je défendais l'idée que ce sont des très beaux plans, mais qui ne viennent pas tout d'un coup en illustration de quelque chose ou en interlude. Non, ce sont des plans qui s'inscrivent absolument dans le récit. En tout cas, moi, je suis assez touché et honoré de présenter ce film et de présenter Diego Quimada Diaz, qui a mon âge d'abord et qui signe un film sur la condition humaine comme j'aurais aimé en signer un, je pense. Et certainement qu'il va en parler là encore mieux que moi. La idea era concentrar unos 600 testimonios de migrantes, desde niños a adultos, mujeres. A partir de sus testimonios, concentrarlos en unos niños para provocar un impacto emocional mayor. Y porque la realidad muestra que hay muchísimos niños que están viajando a Estados Unidos sin sentido, ¿no? Sin saber a dónde van. Es como si se los llevara la marea, como si se los llevara el mar o el viento, porque sus padres han ido al norte, porque sus amigos van al norte, porque sus familiares han ido al norte. Entonces muchos niños lo están haciendo, muchos viajan solos, muchos viajan en grandes grupos de 15, 20, y siempre todos me contaban la misma historia, ¿no? Empiezan muchos y se van reduciendo, y llegan muy pocos. Parte de lo que me interesaba también era
mostrar el conflicto o el choque entre dos maneras de ver el mundo, ¿no? Detrás de esa lucha de territorio hay un choque de formas de ver el mundo, ¿no? De diferentes cosmogonías. Nuestra cosmogonía occidental es muy individualista, bueno, así generalizando, ¿no? Tampoco hay muchas excepciones, pero en general somos más individualistas, más racionales y más materialistas, ¿no? Las culturas indígenas que he estado estudiando del sur de México, que vienen del tronco maya, como son la tzotzil, la tojolobal, la celtal, la mam, quiché, y la maya de Yucatán. En todas ellas hay un reconocimiento del misterio, ¿no? O de la poesía. Por ejemplo, uno de mis amigos mayas que me enseñó muchas cosas me decía que su abuelo siempre le preguntaba ¿cuál es el sueño de las nubes? Y esa pregunta pues, realmente no puede responderla racionalmente, ¿no? ¿Cuál es el sueño de las nubes? ¿No? Lo que su abuelo siempre le trataba de provocar era sacarle de su cotidianidad y provocarle una forma de pensar en donde la poesía es parte de la existencia, ¿no? Donde sales de esta forma de ver todo tan racional, ¿no?